Les incendies dans la région d'Athènes, après une accalmie ce matin, le feu a repris de plus belle. La France envoie des Canadair en renfort. Le gouvernement grec est critiqué dans ce journal, le reportage de nos envoyés spéciaux. C'est sans doute l'audition la plus attendue aux États-Unis. Monica Lewinsky se trouve en ce moment devant le grand jury pour dire en principe la vérité sur sa relation avec Bill Clinton. Le président américain témoignera le 17 août. Des nouvelles du gendarme Nivelle par les médecins qui le soignent à l'hôpital de Lille. Nous verrons avec Jean-Daniel Flézaquier comment la sortie du coma peut être longue et parfois difficile. Et puis nous irons dans le Midi après avoir fait la chasse aux plaisanciers inconscients dans la baie de Cannes. La gendarmerie maritime contrôle maintenant les compagnies de transport professionnels. Madame, Monsieur, bonsoir. Les incendies continuent de faire rage autour d'Athènes. Tôt ce matin, les pompiers pensaient bien avoir maîtrisé la plupart des feux, mais le vent les a ravivés de nouveau. Et le gouvernement grec est critiqué pour son incapacité à gérer cette crise. Sur place, nos envoyés spéciaux, Jérôme Laurent et Patrick Desmully. Encerclé par les flammes, ce pompier volontaire est désemparé. Le feu avait été maîtrisé hier soir et voilà que les fortes rafales de vent le raniment une nouvelle fois. C'est tout le village qui est maintenant menacé. Toute la région brûle, crie cette femme. Cela fait 3 semaines que les habitants de la colline Pendeli au nord-est d'Athènes vivent quotidiennement dans la peur de perdre leur maison ou leurs proches. Alors ils se défendent, comme ils peuvent. Que peut-on faire contre ces flammes hautes comme des immeubles? Ici, on se bat seul pour sauver quelques mètres carrés de pinède, mais le cœur n'y est plus. Personne ne bouge, c'est honteux. Ce villageois parle des pompiers grecs, complètement déroutés par ces incendies qui ont déjà ravagé plus de 120 000 hectares et tué 5 personnes. Quant à l'armée, elle attend les ordres. Ces jeunes soldats sont au garde à vous pendant que le village brûle. Au-dessus d'eux, les Canadair commencent leur balai. 3 avions de la sécurité civile française sont arrivés ce matin sur zone. Le feu éteint, c'est la désolation qui s'installe. Cette petite place était connue pour ses restaurants populaires. Ça fait 70 ans que ce restaurant existe. C'est une catastrophe. Où est-ce qu'on va trouver l'argent pour reconstruire? C'était l'endroit où nos enfants venaient s'oxygéner. Entre la pollution et les incendies, les enfants d'Athènes ont les poumons endoloris. Mais ils arrivent encore à expirer leur ras-le-bol. L'inefficacité et la désorganisation des pompiers et des militaires sont à l'origine d'une polémique nationale. Aujourd'hui en Grèce, il faut trouver des responsables et pour cela le parquet d'Athènes vient d'ouvrir une enquête. Ce qui est sûr, c'est que le manque de législation sévère pendant des années en matière de protection des zones forestières et la spéculation immobilière sont à l'origine de ce désastre. Dans l'enquête sur la mort du petit Adrien à Thionville, les policiers s'emploient maintenant à retracer l'emploi du temps du garçon. Il était parti de chez lui en VTT pour rendre visite à sa grand-mère. C'est sans doute peu de temps après qu'il a été frappé à la tête et laissé pour mort dans un blocos où l'ont découvert 2 mois plus tard 3 SDF. L'enquête de Jérôme Soulard et Patrice Schumacher. Soulagés, ils ont retrouvé la liberté et leurs amis après 40 heures de garde à vue. Dan, son fils Mickey et Jean-Pierre, 3 SDF de Thionville, sont encore malheureux d'avoir été soupçonnés par la police, choqués surtout de leur macabre découverte. Le gamin, il n'était pas habillé. Le gamin, il était nu. Il avait juste un blouson sur l'arrière-train et puis ses baskets aux pieds. C'est tout ce qu'il avait, le gosse. Il n'était pas habillé et nous, on n'a rien trouvé. Nous, personnellement, puisque nous, on ne regardait plus après, on était tellement choqués. Ça nous a tellement choqués que nous, on est sortis du bunker, on n'a pas regardé s'il y avait des vêtements à côté ou qui traînaient de droite à gauche, on n'a pas regardé ça. On est sortis, on a prévenu directement le commissariat de police. Si jamais les parents, ils entendent ou qu'ils voient, qu'ils nous excusent d'avoir trouvé ce corps-là. Mais notre peine, elle est avec eux. Au vu de la première autopsie, seules les causes d'une mort atroce de multiples fractures du crâne sont aujourd'hui connues. Adrien a-t-il été victime d'un crime sexuel? Ni le parquet de Thionville, ni le juge d'instruction Valérie Messer, aujourd'hui sur le terrain, n'ont souhaité le confirmer.
Alors que le site des blocos où l'on a retrouvé Adrien était totalement libre d'accès hier, aujourd'hui un important dispositif de police en interdisait le passage. Pour retrouver des indices, on a d'ailleurs débroussaillé une bonne partie de la zone. Mais le principal espoir des enquêteurs, c'est bien sûr le résultat des analyses médico-légales pratiquées à Strasbourg et à Lille, des résultats qui ne seront connus que dans quelques semaines. Pour la première fois depuis l'annonce de sa sortie de coma, les médecins de l'hôpital de Lille ont donné des précisions sur l'état de santé du gendarme Nivelle. Il pourrait rejoindre rapidement le centre de Berck, spécialisé dans les traitements post-traumatiques. Caroline Marie. C'est la première fois que l'équipe médicale se prononce aussi clairement. Daniel Nivelle est bien sorti du coma. Il ouvre les yeux, sourit lorsque sa famille vient le voir. Premier signe d'une communication avec le monde extérieur. Monsieur Nivelle présente des troubles du langage qui portent à la fois sur l'expression et sur la compréhension du discours qu'on lui propose. Daniel Nivelle souffre d'une diminution de la force musculaire du côté droit. La rééducation dans un centre spécialisé s'annonce longue. En général, les grands blessés du cerveau, comme M. Nivelle, peuvent nécessiter 6 mois, 1 an, voire plus de rééducation. Mais ça, il faudra attendre au moins 6 mois pour que les médecins rééducateurs portent un pronostic plus précis et donnent une notion de la durée exacte de la rééducation. Dans ce service de réanimation neurochirurgicale, le gendarme Daniel Nivelle a passé 6 semaines dans le coma. Un coma dont il est sorti lundi à l'issue d'une phase de soins intensifs. L'équipe médicale est donc très optimiste sur les chances de récupération de Daniel Nivelle, mais elle ne se prononce pas en revanche sur les éventuelles séquelles que peut laisser un traumatisme aussi grave. On vient de l'entendre, il est donc très difficile de dire quelles seront les capacités de récupération du gendarme Daniel Nivelle après 1 mois et demi de coma. Ce genre de processus est long et difficile, il se mesure donc en semaines et souvent en mois, voire en années. Daniel Flézaquier a rencontré Rémi Hérault, lui aussi a été victime d'une agression il y a cela 10 ans, avec perte de connaissance, et depuis, il lui a fallu recommencer complètement une nouvelle vie. Rémi a 36 ans, sa vie bascule il y a 10 ans. Un soir d'avril 88, en effet, il est victime d'une agression mystérieuse. Il est frappé à la tête. Et il sombre dans le coma. Quand vous êtes réveillé de votre coma, de quoi vous souveniez-vous? De rien. Et cette amnésie dure toujours. Christine vivait avec lui depuis 2 ans. Au réveil, il ne la reconnaît plus, le passé s'est effacé, elle est devenue une étrangère. En fait, je n'étais pas seulement une étrangère, mais le problème c'est que comme il se rappelait absolument de personne, et surtout qu'il avait oublié pratiquement toute son histoire et beaucoup de choses aussi de son environnement, de sa vie courante. Donc c'était pas seulement, j'avais pas seulement affronté le fait qu'ils me reconnaissent pas, mais aussi un vide absolu qu'il fallait combler tous les jours. Donc j'avais pas d'autre solution que de la suivre. Donc je l'ai suivie et ça fait 10 ans que je la suis, mais je le regrette pas. La nouvelle vie de Rémi, c'est le golf. Il dispense bénévolement ses conseils en attendant de devenir professeur. Pour cela, il faut passer des examens théoriques et il a presque tout oublié. Une addition, si je sais faire, pas dans la tête, enfin pas mentalement, je suis obligé de la poser. Et une division, si j'ai pas une machine, je sais pas faire, parce que j'ai jamais pris la peine de réapprendre. Souvent, il dit qu'il a 10 ans, une affirmation qui ne surprend pas ses amis qu'il côtoie. Il a une capacité d'adaptation extraordinaire, une force de vie extraordinaire, et puis par moments, il peut plonger et redevenir un tout petit enfant. Aujourd'hui, je vis au jour le jour, et puis j'essaye de prendre un maximum de bonheur, et demain on verra bien. Dans le jargon du golf, pour être professeur, il faut être classé handicap 0. C'est le but de Rémi, c'est aussi tout un symbole. 4 ans après l'accident d'un Airbus A330 au cours d'essais en vol à Toulouse, le juge d'instruction chargé du dossier a renvoyé le directeur du centre des essais devant le tribunal correctionnel et il a décidé aussi d'y renvoyer la personne morale d'Airbus. L'accident avait fait 7 morts, le procureur avait requis un non-lieu. Perquisition aujourd'hui dans des bureaux d'études du Conseil général de Corse du Sud à Ajaccio. Une perquisition qui s'inscrit, semble-t-il, dans l'opération main propre engagée par le préfet de Corse, M. Bernard Bonnet. Ce rétablissement de l'état de droit en Corse est sans doute le résultat le plus tangible depuis l'assassinat du préfet Erignac il y a maintenant 6 mois, car l'enquête pour retrouver ces assassins piétine. Certes, près de 1000 personnes ont été entendues et une trentaine écrouées pour des affaires incidentes, mais on ignore toujours pourquoi le préfet a été tué et surtout par qui. Thierry Curtet. Ce soir-là, il se rendait au concert. Il est abattu de 3 balles en pleine tête. Ce sont les seules certitudes de 6 mois d'enquête.
1000 personnes entendues, une centaine placées en garde à vue, 30 emprisonnés. Mais les assassins du préfet de région, Claude Érignac, sont toujours dans la nature. Le choc est immense, tant en Corse que sur le continent. Les déclarations solennelles sont exceptionnellement dures. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que les bouches s'ouvrent. Je l'ai déjà dit, je le répète. Quiconque sait quelque chose et se tait est complice. Et ma conviction, c'est que les assassins seront arrêtés. 6 mois se sont passés, les langues ne se sont pas déliées. Pourtant, l'État est déterminé. Moins de 10 jours après l'attentat, il y a à nouveau un préfet de région en Corse. Bernard Bonnet se voit confier une mission sans précédent, une opération main propre. Il reprend en fait les dossiers de Claude Érignac. L'arme du crime avait été volée à la gendarmerie de Pietrosella après un attentat. Une action revendiquée par un groupuscule dissident du FLNC Canal Historique. Jusque-là, inconnu. Une piste qui conduit tout droit à Marcel Lorenzoni, un ancien militant. Un coupable trop évident, répondent certains. C'est la piste dite agricole, l'une des 4 suivies par les policiers. L'enquête est large. Elle touche aussi bien les milieux des affaires, des jeux et du grand banditisme. L'opération main propre, elle, s'oriente franchement vers le milieu agricole. Michel Valentini, le président de la Chambre d'agriculture de Haute-Corse, est incarcéré. Le préfet Érignac était en train de s'attaquer au détournement de subventions par certains agriculteurs corses. Son successeur poursuit le travail. La brigade financière saisit 2,5 tonnes d'archives au Crédit agricole de Corse. François Musso, le président de cette caisse régionale, vient d'être incarcéré. L'opération main propre avance, sans vraiment savoir si elle rejoindra l'enquête sur la mort du préfet Érignac. François Léotard et son bras droit Renaud Donadieu de Vabre pourraient être convoqués demain par le juge d'instruction, Laurence Wiśniewski. C'est ce que croit savoir le journal François. Les 2 dirigeants de l'ancien parti républicain pourraient être mis en examen pour infraction à la législation sur le financement des partis politiques. Une perspective que se refuse à confirmer l'entourage de M. Léotard. Et puis, par ailleurs, Jean-François Mancel a été déclaré comptable de fait par la Chambre régionale des comptes pour l'utilisation jugée contestable des deniers du département de l'Oise qu'il préside depuis 1985. L'affaire Lewinsky, c'était aujourd'hui le grand jour, attendu depuis des mois, le jour de l'audition de Monica Lewinsky devant le grand jury, sur la nature bien sûr de sa relation avec Bill Clinton. Maryse Burgos suit tout cela de très près à Washington. Les photographes américains attendaient ce moment-là depuis 6 mois, les journalistes aussi. Il est 9h15 ce matin devant le tribunal fédéral de Washington. Les techniciens sont fin prêts. Celle qui fait littéralement courir l'Amérique peut enfin arriver. Monica Lewinsky, tailleur bleu marine et petit sac blanc. Voilà pour le look et voilà tout puisqu'elle s'engouffre sur le champ dans le tribunal et garde pour les jurés la primeur de ses déclarations sur ses supposées relations sexuelles avec Clinton. Après cette furtive arrivée, les plus grands avocats et les plus grands chroniqueurs politiques n'ont plus qu'à meubler l'antenne, en se demandant, entre autres, quelle sera l'attitude du peuple américain si l'on découvre que Bill Clinton a vraiment menti. Ce que nous ne savons pas, c'est comment les gens vont réagir. Mais ce que l'on pourrait découvrir, c'est que ces histoires sexuelles n'offusquent plus vraiment les Américains. La génération du baby-boom, celle qui prend la pilule, va peut-être changer l'attitude et l'on va savoir une bonne fois pour toutes ce que les gens pensent de tout ça. Pendant ce temps, le président américain vaque à ses occupations habituelles. Il rencontrait aujourd'hui une association luttant contre la prolifération des armes. Bref, Bill Clinton montre le visage de la sérénité, loin du tumulte vulgaire du tribunal. Alors, Maryse Burgos, bonsoir, vous êtes à Washington. Qu'est censé dire Monica Lewinsky devant ce grand jury ? Oui, alors à l'heure où nous parlons, Benoît, Monica Lewinsky est toujours dans ce building. Elle donne sa version des faits devant un jury populaire composé de 23 personnes et c'est bien sûr le procureur indépendant Kenneth Starr qui l'interroge. Alors même si elle n'a pas parlé publiquement depuis le début de cette affaire, on sait ce qu'elle est en train de dire par des fuites. On sait qu'elle est en train de dire « Oui, j'ai menti, j'ai bien eu une relation sexuelle avec le président américain ». Alors quelles pourraient être les conséquences de ce revirement pour Bill Clinton, parce que lui a toujours nié cette relation? Alors, ce qui serait très grave, ce n'est pas tant que Monica Lewinsky dise « j'ai eu une relation sexuelle avec Bill Clinton ». Ce qui serait beaucoup plus grave, c'est qu'elle ajoute que le président lui a demandé de nier sous serment
cette relation. Or, selon certaines sources, Monica Lewinsky ne serait plus prête à ajouter que le président lui a demandé de nier cette relation. Or ça, c'est très embêtant pour le procureur indépendant Kenneth Starr, qui veut absolument démontrer la notion de subornation de témoins. Il sait que le Congrès, c'est-à-dire le Parlement américain, ne le suivra jamais dans une procédure de destitution s'il ne prouve pas cette notion de subornation de témoins. Merci beaucoup Maryse, et puis on vous retrouvera bien sûr dans les éditions de la soirée. En Irak, la tension semble un petit peu retomber. Les autorités du pays démentent avoir empêché les experts en désarmement de l'ONU de mener à bien leur mission, ce que confirme le porte-parole de l'UNSCOM. En revanche, le ton monte aux États-Unis, aussi bien à Washington qu'à l'ONU, où Kofi Annan accuse l'Irak d'avoir enfreint les résolutions du Conseil de sécurité. Le ton monte en revanche dans la République du Congo. Laurent Désiré Kabila menace tout simplement de porter la guerre au Rwanda, qu'il accuse d'avoir agressé son pays. Pendant ce temps-là, la rébellion, elle, s'est emparée d'une des principales villes de l'ouest du Congo. Elle en détenait déjà 2. Nous vous disions hier que le moral des Français était à la hausse, aussi bien dans leurs achats que dans leurs investissements. De plus en plus nombreuses sont les entreprises françaises qui se lancent dans les investissements à l'étranger. Et l'un des pays à la mode s'appelle la Chine, avec notamment Shenzhen, près de Canton, une ville considérée comme la sœur jumelle de Hong Kong et qui connaît un incroyable boom économique, encore renforcé par la crise asiatique qui frappe ses voisins. Reportage à Shenzhen de Romuald de Bonan et de Claude Sicard. De la tortue, ou plutôt de la grenouille. Au rayon poissonnerie de chez Carrefour, vous avez le choix. À moins que vous ne préfériez une tranche de serpent à sonnette, car vous êtes en Chine et les consommateurs chinois aiment consommer frais. Alors la chaîne d'hypermarchés française, l'une des 2 seules occidentales présentes en Chine, a dû s'adapter. Voici le dernier des 8 magasins chinois du groupe. Implanté à Shenzhen depuis 18 mois, il connaît une croissance annuelle record, plus 25%. Je marche 1 heure pour venir ici. Il y a la qualité et du choix. Moi, j'ai acheté une télé et les prix sont raisonnables. Dans les rayons, tout ce que la société de consommation peut fabriquer. Mais les tickets de caisse dépassent rarement les 60 francs. Pourtant, à Shenzhen, les habitants ont le niveau de vie le plus élevé de Chine. Aujourd'hui, de par leur mode de vie qui change, ils viennent beaucoup en voiture, alors qu'ils venaient il y a quelques années en vélo. Shenzhen est son plus grand parc technologique de Chine. Pasteur Mérieux a investi 120 millions de francs. Bientôt, les 500 000 premiers flacons de vaccin contre la grippe en sortiront, une première pour un laboratoire non chinois. Pour y parvenir, les Français ont dû prendre le risque de partager leurs connaissances. La première motivation des Chinois est certainement une motivation de know-how, c'est-à-dire le transfert de technologie et tout ce qu'ils peuvent apprendre naturellement de notre technologie, mais il faut se dire que cette technologie-là est adaptée aux pays auxquels on se présente et avec lesquels on travaille. Shenzhen, véritable ville champignon de 4 millions d'habitants, n'était qu'un village de 3000 pêcheurs il y a 15 ans. Shenzhen, devenu pour les industriels étrangers le principal accès au marché chinois avec son milliard de consommateurs. Shenzhen, la concurrente de Hong Kong. S'ajoutent des avantages fiscaux et tout un environnement dédié à la technologie. De quoi justifier la venue du fabricant franco-italien de microprocesseurs STMicroelectronics qui produira ici de nouvelles puces. La Chine a une main-d'œuvre bon marché et de grande qualité, que ce soit d'ailleurs au point de vue des opérateurs, des techniciens et des ingénieurs. Du coup, les inaugurations d'usines sont quotidiennes, avec les lions censés repousser les mauvaises fortunes, même si la faiblesse des coûts de production et surtout l'attrait du marché chinois suffisent à rassurer, même en pleine crise asiatique. En revanche, dans le centre du pays, toujours en Chine, la situation est plus que jamais préoccupante. La crue du Yangtze ne faiblit pas et les bilans officiels qui nous parviennent sont à la mesure de ce fleuve, l'un des plus longs du monde. On parle maintenant de 2000 morts, de 14 millions de personnes déplacées, de 6 millions de maisons détruites et encore, ces bilans ne sont bien sûr que partiels. D'après le Parti communiste russe, c'est une perte irrémédiable. D'après le président bulgare, ce sera à l'histoire de juger. Todor Zhivkov, le dernier survivant des dirigeants des pays de l'Est, s'est éteint. Le dictateur avait passé 35 ans à la tête de la Bulgarie à coups de terreur et de répression politique. En France, les gendarmes de la région lyonnaise sont à la recherche de 3 ou 4 hommes, des pirates de la route qui s'en prennent depuis la mi-juillet aux automobilistes esseulés. Benoît Gadret et Thierry Simonet. Il est resté enfermé dans le coffre de cette voiture pendant 7 heures avant de s'extraire de lui-même. La dernière victime est un homme de 39 ans.
La voiture dans laquelle il était séquestré a été abandonnée ce matin au bord de cette route départementale au nord-est de Lyon. Le dernier forfait pour un gang de 4 jeunes hommes armés et cagoulés. Ils opèrent la nuit ou au petit matin sur de petites routes, leur cible des automobilistes. Ils bloquent leur victime qui circule au bord de son véhicule principalement seul et après l'avoir bloqué, le frappe et l'extrait du véhicule pour pouvoir le monter dans le leur. Et ensuite, à la suite d'un long périple, la victime est dépouillée soit de ses papiers, carte bleue et l'argent, le peu d'argent qu'ils peuvent avoir. Et des retraits sont effectués lorsque les cartes bleues sont trouvées. Au total, 8 agressions dans le Rhône, l'Ain et la Savoie. Cette nuit, dans la région de Chambéry, un automobiliste a été laissé pour mort après avoir été frappé à coups de marteau. Un autre a échappé à un coup de feu. La première victime, une femme de 60 ans, avait été rouée de coups et violée. Les enquêteurs surveillent particulièrement l'Est lyonnais, car la Golf utilisée cette nuit par le commando a été volée à Villeurbanne et la plupart des victimes sont abandonnées au nord-est de Lyon. Dans le département de l'Aisne, c'est un ressortissant allemand qui est recherché. Il s'est échappé de l'hôpital psychiatrique de Prémontrey, près de Laon. L'homme avait pourtant été placé dans un service de surveillance car il purgeait une peine de prison et qu'il est jugé très dangereux. La maladie du légionnaire refait son apparition à Paris depuis le début du mois de juin. 4 personnes en sont mortes et 2 autres sont encore hospitalisées. D'après la Direction générale de la santé, il pourrait s'agir d'un problème de climatisation de certains immeubles des 9e et 2e arrondissements qui auraient propagé cette maladie. Bien évidemment, des travaux sont en cours pour remédier à cela. À Paris, l'Union cycliste internationale entamait aujourd'hui ses premières consultations avec les différents acteurs du cyclisme. La réunion s'est tenue à huis clos pendant 4 heures. Juliette Lambeau et Bernard Ronflet ont tenté d'en savoir plus. On l'a cherché pendant 3 semaines, attendu toute une journée. Le grand déballage peut enfin commencer. On a certainement peaufiné un certain nombre de choses, oui, qu'on va mettre en pratique. Mais pas au niveau de nombre de contrôles, etc. Parce qu'on ne sait pas, disons, ce qu'on doit faire de plus. Encore une fois, disons, je ne sais pas. Mais bon, il y a d'autres choses auxquelles on pense et on vous donnera ces détails la semaine prochaine. Des propos bien imprécis. Après une journée de réunion, finalement, les solutions restent à trouver. Ce matin, première rencontre avec des organisateurs du monde du cyclisme. Première apparition de Hein Verbruggen, plutôt nerveux après 3 semaines de vacances. C'est un mot, non? Non, mais vous attendez beaucoup. Non, mais je crois qu'on ne fait aucune déclaration. Maintenant, disons, on vous a donné 2 minutes pour filmer parce que voilà, maintenant on vous demande de quitter la salle et de nous laisser tranquilles. Avant, qu'est-ce que vous répondez? Cet après-midi, les responsables de l'UCI ont rencontré les dirigeants des principales équipes, à l'exception notable de celle montrée du doigt pendant le Tour. Rien ne sera décidé avant mardi à Lausanne. Les coureurs prendront part au débat. Leurs fauteuils sont déjà réservés. On a appris aujourd'hui que le directeur de la Vuelta a confirmé que le Tour d'Espagne ne ferait pas d'incursion en France pour éviter que les coureurs de ces fameuses équipes ne soient justement à portée de la justice française, comme quoi les mentalités évoluent très doucement. Une nouvelle sanction pour dopage chez l'Irlandaise Michelle Smith, triple championne olympique de natation, qui vient d'être sanctionnée par la Fédération internationale. Elle est suspendue pour 4 ans pour avoir trafiqué un échantillon d'urine pendant un contrôle antidopage. Elle pourra toujours se consoler avec son entraîneur et mari, un lanceur de disques néerlandais, qui lui aussi a été suspendu pour dopage. La course en solitaire du Figaro, le départ a été donné ce matin. Les conditions météo étaient idéales, mer belle, petit vent pour les 47 concurrents qui s'embarquent tous sur un bateau identique. Alexandre Cara et Nathalie Gallet. La course du Figaro, c'est un joli tableau, une belle toile qui parle de bateaux, de marins et d'ailleurs. Un spectacle qui émerveille les enfants et fait rêver les adultes. Pour admirer les vaisseaux de la solitaire, évoluer dans le bassin de Cherbourg, ils sont venus par centaines. Sans un mot, les yeux écarquillés, ils ont salué une dernière fois les hommes et les femmes qui, seuls, vont affronter la mer pendant près de 3 semaines. C'est féerique, il y a beaucoup de mouvements, de couleurs, et on a le beau temps, contrairement à ce qu'on dit à Cherbourg, il ne fait pas toujours mauvais. Je suis à Paris et puis on va pas à Paris, on va pas de bateau, quoi. Et j'adore être au bord de l'eau. C'est courageux, seul sur un îlot. Et puis ça doit être dur. Moi j'ai jamais fait de voile, mais c'est vrai que seul en plus ça doit être dur. Tout seul à piloter un bateau, dans n'importe quelle condition, c'est fort. Hein.
et voguent les navires vers l'Irlande, l'Espagne, avant de retrouver la France à la fin du mois d'août. Le public ne s'y est pas trompé, être un solitaire du Figaro, c'est être un sacré marin. À de rares exceptions, les plus grands sont passés par là. Des grands marins sur des petits navires, qui au fil des ans, entre une transat et un tour du monde, y reviennent toujours, histoire de rappeler qu'il y a des plaisirs simples que rien ne remplace. En football, alors que le championnat doit reprendre demain soir, sachez que deux des héros du mondial, David Trezeguet et Fabien Barthez, pourraient très bien ne pas débuter leur premier match avec leur club, l'AS Monaco. David Trezeguet est blessé au mollet et Fabien Barthez est visiblement en cours de forme. Revenons sur l'eau. Dans la région de Nice, tout l'été, les affaires maritimes organisent des opérations coup de frein pour sensibiliser les plaisanciers aux règles de navigation. Mais aujourd'hui, en baie de Cannes, c'était les professionnels du transport maritime qui étaient dans la ligne de mire. Yasmina Farmer et Diane Richard. Les liaisons entre Cannes ou Golfe-Juan et les îles de Lérins sont plutôt lucratives. Les rotations de bateaux sont incessantes pour faire voyager des centaines de passagers. Les affaires maritimes s'intéressent de plus en plus aux conditions de transport. Les passagers qui visitent Sainte-Marguerite reprennent le bateau pour Golfe-Juan. Pendant que les vacanciers débarquent, les agents observent, armés d'un étrange objet. Là, je compte tous les passagers qui débarquent du navire. Ce chiffre doit correspondre à celui que déclare le capitaine, car le personnel varie en fonction du nombre de passagers. Jusqu'à 50 passagers, il faut avoir au moins 2 hommes d'équipage, jusqu'à 100, 3 hommes, et jusqu'à 200, 4 hommes d'équipage. Et souvent, il n'y avait pas le nombre requis. Ils devraient venir tous les jours, comme ça, ça oblige à être en règle. Nous, on est en règle, il n'y a pas de problème. Il n'y a jamais eu de problème. Pour chaque passager, le bateau doit avoir une brassière de sécurité, des gilets de sauvetage adaptés aux adultes, mais aussi à la taille des enfants. Lorsqu'il y a des groupes d'enfants embarqués, il est arrivé à plusieurs reprises qu'il n'y ait pas de brassière taille enfant. C'est-à-dire qu'en cas de problème, c'est la catastrophe immédiate. En juin dernier, le gérant d'une compagnie a été mis en examen pour mise en danger d'autrui. À bord du bateau, il n'y avait que 25 brassières enfants pour un groupe de 140 scolaires. Les transporteurs, qui risquent au minimum 10 000 francs d'amende, ont compris le message. Sur les 33 contrôles du jour, aucune infraction grave n'a été relevée. Et cette Côte d'Azur qui est depuis 5 ans l'une des destinations privilégiées des touristes de l'Est, soit qu'il s'agisse de Russes fortunés, ces nouveaux nababs comme on les appelle, en les soupçonnant d'avoir partie liée avec la mafia, soit qu'il s'agisse de Hongrois, de Polonais, de Tchèques qui économisent sou après sou pour venir sur la côte. 20 heures de bus à 80 km/h, ce groupe de Slovaques arrive de Bratislava. Pour la première fois, un tour opérateur de Slovaquie a réservé une vingtaine d'emplacements au camping. Rigueur de l'Est, ils écoutent disciplinés les instructions de Michel. Le représentant de l'agence slovaque passe son été ici. Les familles dépensent 1000 francs pour 8 jours tout compris. Repas et excursions, une somme malgré tout conséquente pour la classe moyenne. S'il y a une famille à 4 membres, il doit faire l'économie totale pendant 4 mois. 4 mois, ils doivent mettre leur salaire à part. Alors, c'est un grand sacrifice. Pour les repas, la moitié des denrées alimentaires a voyagé avec les touristes. L'argent de poche est quasiment inexistant, mais l'important n'est pas de dépenser, c'est de découvrir. On est parti à Monaco, à Cannes, à Nice. Alors on a bien profité, même si on était fatigué, mais c'était très très joli. Changement de décor, promenade des Anglais. Une promenade russe où les prix des matelas et des parasols sont traduits. Après Paris, Yuri, un homme d'affaires d'Ukraine, passe sa 2e semaine de vacances sur la Côte d'Azur. Prix du séjour, 26 000 francs pour sa famille. C'est sûr, c'est un gros budget pour un niveau de vie moyen. Mais nous, on peut se le permettre. Les Russes font escale dans les hôtels 3 ou 4 étoiles. Leur séjour est réglé aux agences avant leur départ. Pour les suppléments, c'est différent. Au niveau des dépenses en tant qu'extra, minibar, téléphone, restauration, tout ça c'est fait de manière en espèces. En dollars? En dollars, oui, en règle générale en dollars. Une publicité pour un casino dans un magazine en russe, le signe que les valises de dollars ont trouvé leur marque sur la Côte d'Azur. De l'argent frais pour le commerce, parfois de l'argent sale, selon un récent rapport des renseignements généraux. Certains touristes russes ont déjà investi dans l'immobilier, pour les vacances bien sûr,
mais aussi pour d'autres affaires plus discrètes. Depuis 3 ans, les élevages de moules de la région de Sète sont attaqués violemment par des dorades. Pour les poissons, ils n'ont qu'à se servir dans ces gigantesques gardes-manger qu'on met à leur disposition. Mais les éleveurs, les pêcheurs, eux, ne voient pas ça d'un très bon œil. Véronique Gaglione et Pascal Ponce. Les dorades, il ne les a vues qu'une fois, une seule. Mais depuis 3 ans, Jean-Louis Cousinier sait bien qu'elles vivent autour de ces filières de moules et qu'elles s'en régalent. Celle-là, plus ou moins, est intacte. Mais peut-être que sur le bas, elle est mangée. Hein. Et ça, c'est la surprise qu'on aura en le levant. La surprise, ce sont des filières vidées chaque année un peu plus par des dorades de plus en plus nombreuses et terriblement voraces en été. Ces mangeuses de moules, il faudrait les pêcher, mais le courant est fort et la zone quadrillée de cordages auxquels les filets de pêcheurs s'accrochent. C'est un poisson intelligent quand même. C'est un poisson qui ne se laisse pas attraper facilement. Alors maintenant, il faut mettre tous nos moyens en œuvre, regarder avec d'autres ce qu'on peut faire pour éventuellement l'attraper ou le faire fuir. Pour l'instant, les pétards n'ont pas fait la preuve de leur efficacité. Et l'été ne fait que commencer, les dorades vont être de plus en plus gourmandes et ne quitteront plus la place. On a sédentarisé des poissons qui autrefois migraient. Et on les a sédentarisées dans de très bonnes conditions, puisqu'elles ont les moules à portée de la bouche. Et donc, elles se sont développées et on a affaire maintenant à des poissons adultes qui sont âgés. Et ces gros poissons, à part l'homme, ils n'ont pas beaucoup de prédateurs. Il faudra trouver une solution de pêche adaptée, sinon ce sera la fin de l'élevage de moules en mer. Le nombre de mythiculteurs a déjà diminué de moitié en 4 ans. Revenons maintenant à Paris avec une démarche pour le moins audacieuse, créer une pièce de théâtre en plein mois d'août. C'est ce qu'a tenté la Comédie des Champs-Élysées avec une pièce d'Oscar Wilde. Il est important d'être fidèle. Et le pari a été gagné. Marilène Bonneau et Jocelyn Lermusio. Mon rêve a toujours été d'aimer quelqu'un qui s'appellerait Fidèle. Il y a quelque chose dans ce prénom qui inspire une confiance absolue. Il est donc important d'être fidèle. 2 jeunes filles de la bourgeoisie veulent épouser un garçon ainsi prénommé. Pendant 2 bonnes heures, le public s'interroge, y parviendront-elles? Mon fidèle. Ah, moi. Mais, sérieusement, vous ne voulez pas dire que vous ne pourriez pas m'aimer si je ne m'appelais pas Fidèle? Mais vous vous appelez Fidèle? Oui, bien sûr, je sais. Et non, il ment, c'est Jack. Mais dans cette pièce, tous les jeunes gens se disent fidèles. Jeu de mots, quiproquo, humour anglais. Cette pièce d'Oscar Wilde, créée en 1895, est jouée en permanence à Londres. Les acteurs sont portés par le rythme des mots. C'est un vrai plaisir, parce que c'est un texte brillant, plein d'humour. Et ce sont des situations qui sont très originales. Donc pour les acteurs, c'est un plaisir de jouer ça, parce qu'en plus, c'est très tonique. Je me sens d'abord tenue de vous dire que vous ne figurez pas sur ma liste des fiancés possibles. Vos parents sont vivants. Je les ai perdus, tous les deux. Tous les deux. En perdre un peut passer pour un coup du sort, mais les deux, cela ressemble à de l'étourderie. Je trouve qu'on a fait un travail assez rose bonbon, quoi, mais un petit peu aussi sauce à la menthe, donc bien anglais, mais attention, cette dragée est au poivre. C'est une dragée au poivre. Mon cher ami, j'adore entendre dire du mal de ma famille, c'est la seule chose qui me la rend à peu près supportable. La famille, n'est qu'un ramassis de gens assommants qui n'ont absolument aucun savoir-vivre, et encore moins de savoir mourir. Algie! Mais pour l'amour du ciel, arrête de jouer cette marche funèbre! Ce spectacle est un bonheur pour les acteurs et le public. Une comédie légère, riche en rebondissements, bref, un vrai vaudeville. C'est le groupe culte pour des millions de jeunes dans le monde, Massive Attack, caracole en tête des hit parades. Le groupe anglais vient de sortir son 3e album et son succès ne se dément pas. Nicolas Vinclair et Jacques Gérard. Ça fait plus de 8 ans qu'ils s'aiment et puisqu'on n'arrête pas le progrès, ils ont décidé de faire ensemble un bébé. Ce bébé s'appelle Mezzanine, leur 3e album et une nouvelle fois, il frappe fort. 3 années de gestation pour un accouchement que des millions de fans attendaient et même s'il ne pèse que quelques grammes, vous allez voir, c'est un très beau bébé.
En rupture avec les groupes de la traditionnelle pop anglaise, Massive Attack cultive un paradoxe, celui de faire une musique sensuelle et mélancolique dans une époque pour le moins violente et difficile. Au siècle prochain, les gens auront les mêmes problèmes, il y aura la même politique, la même pauvreté. Rien ne changera. Mais je crois que la mélancolie que nous cultivons dans notre musique n'est pas que négative. Quelquefois, une musique triste et difficile peut vous éclairer, pas nécessairement vous tirer vers le bas. À l'origine de Massive Attack, 3 disques jockeys tous originaires de la ville anglaise de Bristol. Ils écoupent du hip-hop, du reggae, de la musique punk. Dans cette ville, à forte proportion d'immigrés, les sangs et les genres se mélangent. Massive Attack est considéré comme un groupe phare des années 90. On leur doit d'avoir entraîné dans leur sillage des artistes qui ébranlent ces certitudes imbéciles, qui voudraient qu'on ne peut aimer à la fois le rock, le jazz, le reggae et apprécier les musiques électroniques. Pour comprendre, l'on peut remonter aux années 70. Certains d'entre nous sont arrivés à la musique reggae en passant par le punk, d'autres sont arrivés à la musique punk en commençant par le reggae. Entre-temps, il y a même eu le new wave. Toutes ces influences nous ont traversés. Une musique très planante qui plaira à la fois à ceux qui éprouvent la nostalgie de la douceur utérine et à ceux qui, au contraire, préfèrent regarder vers l'avenir. Voilà, c'est bientôt la fin de ce journal. Je vous en rappelle les principaux titres. Les incendies dans la région d'Athènes après une accalmie ce matin. Le feu a repris de plus belle. La France envoie des Canadair en renfort. Le gouvernement grec est critiqué pour son incapacité à gérer cette crise. Et puis, sans doute l'audition la plus attendue aux États-Unis, Monica Lewinsky se trouve toujours devant le grand jury pour dire sa vérité sur la relation avec Bill Clinton, qui lui devrait être entendu le 17 août. Voilà, c'est la fin de cette édition. Dans quelques instants, la météo de Nathalie Riouet qui nous annonce un week-end de canicule, beau et chaud partout en France. Le point route de Valérie Maurice. J'aurai le plaisir de vous retrouver à demain 20h. Je vous souhaite une bonne soirée sur France 2.